Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des marées sur la Terre plate. Alors, le problème récurrent avec le platisme, c'est que les intellectuels de la Terre plate ne réfléchissent pas en partant des observations, mais uniquement avec leur impératif idéologique de Terre plate en postulat. Comme malgré tout, ils ne sont pas complètement stupides, ils se rendent bien compte que leur modèle ne tient pas la route. Alors, à chaque faille, ils inventent une rustine, qui se révélera aussi défectueuse que le reste. Ici, la faille est digne des abysses des Mariannes. Comment expliquer la marée sur Terre plate, sachant que le platisme réfute toute idée de gravité? Même Dubé a du mal avec ça. Il affirme, sans le démontrer, que les marées ne peuvent pas s'expliquer sur une Terre sphérique, cependant il ne s'aventure pas à chercher une explication pour sa Terre plate. En 2015, Ashley Webster s'est certainement crue plus intelligente que Dubé, et en bonne chercheuse de vérité, elle nous a trouvé l'explication idéale, l'effet diamagnétique. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à préciser que grâce à Ashley Webster, j'ai découvert ce qu'était le diamagnétisme, dont j'ignorais tout jusque-là. Comme quoi, on peut s'instruire en regardant des vidéos platistes, à condition de garder un esprit critique et de ne surtout pas prendre tout le discours platiste au pied de la lettre. Exerce ton esprit critique et allonge la foulée. Étudions donc les affirmations d'Ashley et voyons si elles ont une chance de décrocher le prix Nobel de physique. Et là, c'est le drame. Je vois trois incohérences monumentales dans ce modèle. Premièrement, si j'en crois ce qu'elle nous dit, à midi heure solaire, le soleil est le plus proche. Donc, son effet magnétique devrait être plus important. Donc, les marées basses devraient avoir systématiquement lieu à midi. Bon, je ne vis pas vraiment au bord de la mer, la Lorraine n'est pas spécialement réputée pour ses grandes plages de sable fin. Mais il m'est arrivé d'aller passer mes vacances au bord de l'océan, et la marée basse, tous les jours vers 2h de l'après-midi, midi heure solaire en été, ce n'est pas vraiment ce que j'ai pu observer. Si la Lune et le Soleil ont un effet inverse, alors, lorsqu'ils sont à 90 degrés par rapport à la Terre, la Lune devrait attirer les masses d'eau pendant que le Soleil les repousserait. Nous devrions donc avoir les marées de plus forte intensité à ce moment-là, ce qui ne s'observe jamais dans la vraie vie. Pendant les nouvelles lunes, les effets du Soleil et de la Lune devraient se contrarier, et nous devrions avoir des marées de plus faible amplitude. Et puis, comment expliquer les deux marées hautes et les deux marées basses journalières avec ce diamagnétisme? Deuxièmement, deux champs magnétiques opposés s'attirent, deux champs magnétiques identiques se repoussent. Dès lors, si leur magnétisme est assez puissant pour provoquer des phénomènes de marée, comment la Lune et le Soleil font-ils pour ne jamais s'attirer l'un l'autre et se percuter dans une cataclysmique collision cosmique? Il est impossible que la Lune et le Soleil restent gentiment à leur place si on prend en compte toutes les interactions électromagnétiques que ce modèle implique. Troisièmement, le diamagnétisme a toujours un effet répulsif, et ce, quelle que soit la polarité du champ magnétique qu'on soumet à l'élément diamagnétique. Dès lors, l'hypothèse d'un soleil qui repousserait l'eau et d'une lune qui attirerait l'eau tombe à l'eau. Enfin, elle nous dit que la lune, d'énergie magnétique négative, attirerait l'eau pendant que le soleil d'énergie magnétique positive la repousserait.
C'est quoi une énergie magnétique positive et une énergie magnétique négative? Pour ma part, je connais les champs magnétiques. La bipolarité systématique d'un aimant, pôle nord, pôle sud, mais l'énergie positive, négative, jamais entendu parler. Allez, assez parlé de théorie, maintenant expérimentons. Test numéro 1. Nous aurons besoin pour ça d'un flotteur, d'une éprouvette, d'un récipient contenant de l'eau, d'un aimant. Je ne dispose pas d'aimant néodyme, j'ai donc sacrifié les magnettes de mon frigidaire pour cette expérience. D'une boussole et d'un petit objet en fer ou en acier. Pour commencer, j'ai reproduit l'expérience qu'on nous montre dans la vidéo. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effet diamagnétique n'est pas flagrant avec mon assemblage d'aimants. Attention, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais simplement que mon aimant n'est pas assez puissant pour le mettre en évidence. Comme mes aimants de frigo ne semblaient pas assez puissants, je suis allé piquer les jouets de mon fils. Et on va pouvoir voir les effets diamagnétiques de l'aimant sur ma petite éprouvette. On change de pôle et on constate que quel que soit le pôle utilisé, l'aimant repousse la petite éprouvette d'eau. Alors, comme dans son expérience, Ashley Webster utilise du sel pour augmenter, soi-disant, le diamagnétisme, j'ai versé un petit peu de sel sur mes petites feuilles de papier. Et je teste ce qui se passe quand je passe un aimant dessus. C'est-à-dire absolument rien. Alors, en quoi ce sel, qui ne réagit pas à mon aimant, pourrait-il augmenter le diamagnétisme de l'eau? Il peut sans problème augmenter la conductivité électrique de l'eau en ajoutant des ions Na+, et Cl-, mais en aucun cas, il ne peut changer le diamagnétisme de l'eau, à moins éventuellement de faire passer un courant électrique dans l'eau, ce qui n'est pas le cas dans l'océan. Alors, je secoue un peu ma petite éprouvette pour bien mélanger le sel et le faire dissoudre. Je la replace sur mon récipient. Et je reprends mon aimant.
l'effet diamagnétique me semble toujours aussi faible qu'auparavant. Maintenant, je reproduis la même expérience avec une boussole dans le récipient. Vous pouvez remarquer que ma boussole réagit immédiatement à la présence de l'aimant, alors que mon éprouvette d'eau salée reste parfaitement immobile. Donc, si les marées étaient bien le fait du magnétisme du Soleil et de la Lune, et du diamagnétisme de l'eau, alors nous devrions pouvoir observer une boussole réagir à ces puissants champs magnétiques en mouvement au-dessus de nos têtes. Ce qui ne s'observe jamais dans la vraie vie. Raté pour Ashley Webster. Ici, je place un petit anneau en acier autour de mon éprouvette. Après tout, les objets aciers sont légion dans notre environnement. Et comme nous le savons tous, l'acier réagit à un champ magnétique. Vous pouvez constater que l'aimant agit sur l'anneau à plus longue distance et de manière plus efficace que ce qu'il agissait sur l'eau. Là, je pose une petite bille d'acier sur la table et je montre bien avec la boussole que la bille d'acier est bien une bille d'acier et non pas une bille aimantée. Maintenant, que se passe-t-il quand j'approche mon aimant de la bille d'acier ? Regardez bien, la bille décolle. Je suis à peu près à la même distance de la bille que je l'étais pour l'effet diamagnétique sur l'eau. Alors, si Ashley Webster avait raison, si le Soleil et la Lune provoquaient les marées par effet diamagnétique, leur puissant champ magnétique devrait en toute logique attirer nos clés, nos couverts, nos voitures et les mettre en lévitation. Sauf erreur de ma part, cela n'a jamais été observé dans la vraie vie. Raté encore pour Ashley Webster. Ne soyons pas complètement négatifs et admettons qu'Ashley Webster a eu un début de démarche scientifique. Elle a observé le phénomène naturel des marées et elle a tenté d'en trouver la cause. Elle a ensuite expérimenté pour savoir si son hypothèse, le diamagnétisme, était plausible, ce qui lui a permis de déterminer qu'un champ magnétique pouvait effectivement repousser de l'eau. Seulement voilà. Un début de démarche scientifique ne suffit pas pour pouvoir clamer à la face de YouTube que le diamagnétisme explique les marées sur la Terre plate. Là, elle oublie clairement le reste de la démarche scientifique. Tester son hypothèse pour voir si elle résiste à toutes les tentatives de réfutation. Dommage pour elle. Elle disposait pourtant du matériel scientifique de pointe nécessaire pour éviter de se rendre ridicule. Mais elle n'a probablement pas dû savoir se servir de l'outil le plus important, qui lui aurait peut-être permis d'ouvrir enfin les yeux sur les invraisemblables lacunes que traîne le modèle de la Terre plate.